L'homme le plus riche du monde a désormais rejoint l'administration Trump. Mais Elon Musk ne doit pas seulement sa puissance à son nouveau statut d'homme politique. Avec toutes ses entreprises, le patron de Tesla et SpaceX a construit un empire économique qui dispose aussi de leviers géopolitiques et continue chaque jour à étendre son influence. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Empire Musk, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, Starlink, la pièce maîtresse. Paix entre l'Ukraine et la Russie. 1. Refaire les élections dans les régions annexées sous la supervision de l'ONU. La Russie quitte le pays si c'est la volonté de la population. 2. La Crimée fait officiellement partie de la Russie, comme c'est le cas depuis 1783, jusqu'à l'erreur de Khrouchtchev. 3. L'approvisionnement en eau de la Crimée est assuré. 4. L'Ukraine reste neutre. Ce plan pour la paix en Ukraine ne vient pas de l'ONU, ni d'un diplomate ou d'un chef d'État, et il n'a pas été écrit sur un papier officiel, mais il tient en un tweet. Vous vous en souvenez peut-être, ce plan a été proposé en octobre 2022 par un certain Elon Musk. En dessous du tweet du milliardaire, un sondage permet de voter pour ou contre cette proposition. Partout dans le monde, les réactions alternent entre consternation et incompréhension. Volodymyr Zelensky s'insurge et réplique par un sondage lui aussi. Il demande à ses abonnés s'ils préfèrent le Musk pro-ukrainien ou le Musk pro-russe. Sur les plateaux télé, on croit presque à une mauvaise blague. Le milliardaire Elon Musk propose un plan de paix en Ukraine. Bouchez les oreilles des enfants, mais elle est déjà mythique, cette réplique de l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, le respectable monsieur Melnik, qui tweet: ma réponse très diplomatique est d'aller te faire foutre, Elon Musk. Plus poli tout de même. Oui, on n'a pas l'habitude dans le langage diplo. Le Parlement ukrainien, lui, se contente d'un simple non. C'est beaucoup plus sobre, mais c'est tout aussi éloquent. À ce moment-là, tout le monde s'interroge. Pourquoi Elon Musk se mêle-t-il d'un sujet géopolitique qui, à première vue, ne le concerne pas ? Ou peut-être que si. Le milliardaire n'est ni ambassadeur ni président, et pourtant c'est un acteur géopolitique de premier plan, et notamment dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie avec son système Starlink. Le monde découvre alors l'existence de ces satellites qui permettent à l'armée ukrainienne de rester connectée au réseau, une technologie qui s'est transformée pour Elon Musk en outil diplomatique. Vous l'avez compris, chers auditeurs, dans cet épisode, nous allons parler de Starlink et de ses satellites. Pour tout comprendre à cette technologie, j'ai fait appel à Aurore Gate du service tech de l'Express. Bonjour Aurore. Bonjour Charlotte. Aurore, Starlink, c'est donc une technologie qui fournit un accès à Internet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Starlink a pour ambition de donner accès à un réseau Internet partout sur la planète, même là où il n'y a pas les infrastructures traditionnelles, donc les câbles et la fibre optique, et où ce serait trop coûteux ou trop compliqué d'en installer. Sur quelle innovation ça repose ? Eh bien, en fait, c'est un système de télécommunication en orbite basse. En gros, ça se compose de milliers de satellites à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Avant Starlink, il n'existait que des systèmes avec un satellite unique, situé à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et ce système servait surtout à diffuser la télévision. Donc, quand Starlink a été créé en 2015, puis que les premiers satellites ont été envoyés dans l'espace en 2018, c'était complètement nouveau. Elon Musk a réussi à se positionner à un moment où il n'y avait quasiment aucune concurrence. Et pour finir les présentations, il faut préciser que Starlink, c'est une filiale de SpaceX. SpaceX, qui est l'entreprise spatiale d'Elon Musk. Oui, elle a été créée en 2002 par Musk pour la conquête spatiale. Il veut vraiment aller sur Mars. Mais depuis, c'est surtout devenu un acteur incontournable qui a des contrats avec la NASA notamment. Et ce sont les fameux lanceurs Starship qui permettent de lancer dans l'espace les satellites Starlink. Donc, tout est très lié dans l'entreprise. Elon Musk veut exploiter toutes les facettes du spatial et il considère que ce n'est qu'avec une entreprise privée comme la sienne que les objectifs pourront être atteints. On retrouve ici l'idéologie libertarienne qu'on lui attribue souvent. Aurore, je t'arrête ici. Le libertarianisme, c'est un terme qu'on avait expliqué avec Alix L'Hospital, journaliste au service ID de l'Express. J'ouvre notre armoire à définition. La voilà.
C'est un mouvement politique qui est implanté notamment aux États-Unis, mais qui souhaite que le gouvernement intervienne le moins possible dans les décisions individuelles des citoyens. C'est l'idée donc que les gens doivent pouvoir être libres de faire leur choix sans que l'État ne vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Selon eux, même si l'État veut bien faire en imposant quelque chose, les effets seront souvent bien pires que s'il n'intervenait pas. Cette philosophie, Elon Musk l'applique donc également au monde de l'entreprise. Oui, complètement. Elon Musk veut que l'État intervienne le moins possible dans les entreprises. Pour SpaceX ou pour Starlink, il considère que les États ne seraient pas aussi compétents. Et donc, il se place là où l'État est en quelque sorte défaillant. Finalement, ce genre d'entreprise, dans un domaine aussi stratégique, lui donne quasiment autant de pouvoir et d'influence qu'un chef d'État. Et ça, avant même qu'il rejoigne l'équipe de Donald Trump. Vous êtes reçu comme un chef d'État, y compris par le président chinois. Est-ce que vous aimeriez un jour être président de la République ? Non. Non, j'ai pas envie. Si j'étais président, je ne pourrais pas, par exemple, envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars. Envoyer des gens vivre là-bas, créer des véhicules électriques durables. Je ne pourrais pas faire tout ça. Et je ne voudrais pas abandonner tout ça. Pour revenir spécifiquement à Starlink, qui se sert aujourd'hui de cette technologie ? On a rappelé en introduction le cas de l'Ukraine, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui l'utilisent ? Oui, Starlink est déployé un petit peu partout aujourd'hui. On est à plus de 4,6 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a d'abord le grand public qui l'utilise. Si on va sur le site de Starlink, on peut commander un kit qui ressemble à un gros carré qu'on doit mettre dehors, pointé vers le ciel. Concrètement, c'est pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont une mauvaise connectivité dans les zones très isolées. Il faut rappeler qu'en 2024, on estime que 2,6 milliards de personnes vivent sans Internet. Donc c'est quasiment un tiers de la population mondiale. Parmi elles, il y a 1,8 milliard qui vivent dans des zones rurales. Je pense notamment à l'exemple d'une communauté inuite dans le nord du Canada qui fait appel à Starlink parce que les réseaux mis en place par le gouvernement ne sont pas du tout aussi performants et coûtent beaucoup plus cher. Donc ça intéresse beaucoup de pays en développement où l'abonnement Starlink est parfois moins cher que les fournisseurs classiques. Donc, globalement, Starlink cherche à s'implanter partout et annonce régulièrement de nouveaux pays où le système se déploie. Début mars, c'était l'Inde où Starlink n'était pas encore présente pour le moment. Et en France, est-ce qu'il y a des clients de Starlink ? En France hexagonale, pas beaucoup. On en compte autour de 10 000 utilisateurs en 2023. Parce que le territoire est bien couvert avec la fibre et avec la 5G et que les prix restent assez concurrentiels. Par contre, ça séduit de plus en plus dans les territoires ultramarins où il peut y avoir des difficultés d'accès à Internet. Or, Starlink est abordable et ça fonctionne plutôt bien. Et ça me permet de te parler d'un autre cas de figure où Starlink peut être utile, après les catastrophes naturelles. Je suppose, Aurore, que tu vas me parler de Mayotte. Exactement. Tu dois te souvenir de l'annonce de François Bayrou après le passage du cyclone Chido en décembre dernier. Pour pallier aux difficultés et répondre à l'urgence, nous allons déployer 200 Starlinks pour assurer les communications en urgence. Et ça va même jusqu'à inquiéter les opérateurs traditionnels. Après l'annonce de Bayrou, Lorraine Tino l'avait dit, le directeur des affaires publiques d'Orange a écrit sur X « Pas un mot pour les opérateurs et surtout leurs collaborateurs sur place qui assurent le rétablissement des réseaux ». En réalité, en France, les opérateurs sont encore loin d'être remplacés par Starlink. Mais on voit quand même que dans ce cas de figure, ce ne sont plus des particuliers mais des gouvernements qui passent commande. Ça montre à quel point Musk se rend indispensable sur tous les plans. On peut donner un autre exemple. Le Japon aussi, qui est très intéressé, car le pays est souvent en proie au séisme. Avec cette filiale de SpaceX, Elon Musk tisse sa toile partout dans le monde. Mais alors, comment s'en sert-il exactement comme outil d'influence ? Charlotte, j'imagine que tu as de côté l'extrait de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Évidemment, et on l'a utilisé plusieurs fois ces dernières semaines. Vous n'avez pas les cartes là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Depuis cette altercation, les tensions persistent entre Kiev et Washington, notamment autour de l'accord sur les minerais stratégiques en Ukraine. Pourquoi tu voulais qu'on évoque cet échange ? Eh bien parce que Starlink aurait été utilisé comme moyen de pression pour que l'Ukraine signe l'accord sur les minerais stratégiques. En gros, l'accès aux minerais contre Starlink. Trump et Musk ont démenti l'information, mais Musk a quand même semé le doute en déclarant sur X, je cite, « Mon système Starlink est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Toute leur ligne de front s'effondrerait si je l'éteignais. »
Depuis, il a assuré qu'il ne comptait pas l'éteindre en disant, je cite, « Pour être extrêmement clair, malgré tous mes désaccords avec la politique de l'Ukraine, Starlink ne fermera jamais ses terminaux. Je veux simplement dire que sans Starlink, les réseaux ukrainiens s'effondreraient puisque les Russes peuvent brouiller tous les autres canaux de communication. Mais jamais nous ne le ferions ou l'utiliserions comme un moyen de négociation. » Fin de la citation. Malgré cette déclaration, la dépendance de l'Ukraine à Starlink risque de peser très lourd dans les négociations autour d'un accord de paix. Elon Musk dispose clairement d'un moyen de pression avec ses satellites installés dès le début de la guerre. Et concrètement, quelles seraient les conséquences si Starlink était coupé en Ukraine ? Ce serait vraiment un scénario catastrophe. Au début, l'armée ukrainienne ne s'est pas posé la question, mais maintenant ils sont bloqués parce que toute leur riposte est basée sur ça. En fait, pendant les 6 premiers mois de la guerre, la Russie a détruit les réseaux de télécommunications ukrainiens et elle a démoli ou s'est approprié les infrastructures de 10 des 24 régions ukrainiennes, selon un rapport de l'ONU de 2023. Comme Starlink fonctionne grâce à des milliers de satellites, c'est un dispositif qui est très difficile à neutraliser pour les Russes. C'est aussi un outil de taille réduite qui est assez facile à déployer. L'armée s'en sert notamment pour piloter les drones. Mais au-delà de l'aspect militaire, c'est aussi utilisé par les civils. À chaque fois que l'armée reprend une localité, ils installent Starlink pour la population locale. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 42 000 terminaux Starlink en Ukraine. Ils sont utilisés notamment dans les hôpitaux. Aurore, en dehors de l'Ukraine, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où Elon Musk se sert de Starlink comme moyen de pression ou d'influence ? Oui, il y a tout un continent dont je voulais te parler, c'est l'Afrique. La demande y est importante puisque beaucoup de zones rurales n'ont pas de 4G ni de fibre. Et pourtant, le service y est encore peu développé. Alors, regarde, je t'ai apporté la carte qui montre où Starlink est développé. C'est une carte disponible sur le site de l'entreprise. On voit que l'Afrique, avec l'Asie, est l'un des continents où Starlink est le moins présent. Tu vois, là, il y a seulement une quinzaine de pays qui y ont accès. Le Nigeria, le Kenya, le Soudan du Sud, notamment. Et donc, comment on explique qu'il y ait si peu de satellites Starlink sur un continent qui pourrait représenter une forte demande ? En fait, beaucoup de pays africains sont inquiets. Ils veulent d'abord fixer un cadre avant d'autoriser Starlink sur leur territoire. Ils craignent notamment pour leur sécurité nationale. Il y a des risques de récupération de données, mais surtout pour la souveraineté numérique. Mais au final, de plus en plus de pays finissent par ouvrir l'accès. Starlink est en train de négocier pays par pays et compte bien se déployer largement dans ce marché émergent. Pour Elon Musk, ça a d'abord été un intérêt économique. Ça veut dire plus de revenus, il renforce sa position de leader sur le marché mondial. Et c'est aussi une forme de soft power américain. S'il se rend indispensable en Afrique, il pourrait forcément peser dans de potentielles négociations futures, que ce soit pour des conflits ou pour négocier des ressources. Mais il n'y a pas que l'Afrique. En Europe aussi, Musk veut s'installer au maximum. Tu penses à des pays européens en particulier ? L'Italie. Il était question d'un contrat d'1,5 milliard d'euros pour 5 ans pour sécuriser les communications du gouvernement et de l'armée. Début janvier, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, avait déclaré lors d'une conférence de presse que SpaceX avait présenté au gouvernement une technologie permettant de communiquer en sécurité au niveau national, mais surtout au niveau planétaire. Et Elon Musk, sur X, s'était lui-même dit prêt à fournir à l'Italie les connexions les plus perfectionnées et les plus sûres. L'opposition italienne s'était inquiétée. L'entreprise d'Elon Musk pourrait accéder potentiellement au contrôle de certaines données. Il pourrait aussi créer des tensions entre l'Union européenne et l'Italie. Au final, ça montre que ce contrat revêt une dimension très, très politique. Finalement, Giorgia Meloni aurait fait marche arrière après la position des États-Unis face à l'Ukraine et elle serait maintenant un peu plus réticente. Mais l'Italie pourrait plutôt se tourner vers une alternative européenne, même si le gouvernement n'a pas encore communiqué et n'a rien confirmé. Les alternatives à Starlink et les façons de sortir de cette dépendance, c'est justement ce qui va nous intéresser dans la suite de ce podcast. Je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts. Il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, nombre de leaders internationaux insistent pour retrouver leur souveraineté et leur indépendance. Aurore, est-ce que c'est aussi le cas concernant Starlink et ses satellites ? Oui, complètement. Mais comme on le disait au début, Musk s'est positionné à un moment où il n'y avait personne d'autre sur le marché. Forcément, aujourd'hui, il est leader.
Il y a quand même des concurrents qui deviennent de plus en plus sérieux. Je t'ai préparé une petite liste, Charlotte, et je te propose qu'on regarde si chacune pourrait représenter une bonne alternative. C'est parfait. Alors la première entreprise sur ta liste, elle s'appelle Viasat. Oui, c'est aussi une société américaine, mais qui pour l'instant ne possède que quelques centaines de satellites et s'adresse surtout à des clients professionnels. L'entreprise suivante, Usenet, est aujourd'hui aussi disponible qu'aux États-Unis. Je te propose de regarder du côté de Kuiper. Kuiper, c'est aussi un projet américain ? Oui, c'est le système qu'Amazon est en train de développer. C'est un projet qui a été débuté en 2019, mais qui est encore en développement. Il est surtout pas mal en retard sur Starlink, mais ça pourrait devenir un concurrent sérieux. C'est en tout cas l'ambition du patron d'Amazon, Jeff Bezos. En tout cas, ça ne devrait pas être disponible avant la fin de 2025. Aurore, est-ce qu'il y a sur ta liste des acteurs qui ne viennent pas des États-Unis ? Oui, il y a Qianfan, une entreprise chinoise. Ils ont lancé leur premier satellite en août 2024. Avec ça, ça montre que la Chine veut aussi se positionner dans le domaine. La guerre en Ukraine leur a montré l'intérêt de posséder ce type de technologie, tout d'abord pour leur propre sécurité nationale. C'est devenu l'une des priorités du pays et ça va devenir indispensable dans les armées de demain. Mais on voit que c'est aussi un enjeu géopolitique, une manière pour eux de s'implanter partout dans le monde. Pour l'instant, la Chine a toujours du retard sur les États-Unis. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Starlink n'est disponible ni en Chine, ni en Russie. Ça peut paraître logique vu la relation avec les États-Unis, mais ça montre que Starlink n'a pas une toute-puissance partout dans le monde. La Chine, les États-Unis, aucun Européen. Aurore, ta liste n'est pas très encourageante pour le moment. Il n'y a vraiment aucune entreprise qui pourrait remplacer Starlink chez nous. Eh si, ne t'inquiète pas Charlotte. C'est justement le nom suivant sur lequel je voulais qu'on s'arrête. C'est le programme IRIS2. C'est un programme européen lancé en 2022 pour l'idée de ne pas dépendre d'acteurs extra-européens dans le domaine de l'Internet spatial. Ce sera une plus petite constellation. Elle n'a pas forcément d'ambition commerciale. Elle vise d'abord à être gouvernementale et elle ne sera pas opérationnelle avant 2030. Parmi les entreprises qui participent à ce programme, il y a Eutelsat qui a fait parler de lui car sa valorisation boursière monte en flèche depuis la dégradation des relations entre les États-Unis et l'Ukraine. IRIS2 veut clairement prendre le relais de Starlink en Ukraine. Et on suivra de près l'avancée de cette alternative européenne à Starlink. Merci beaucoup Aurore pour tes explications. On te retrouve demain pour parler d'une autre entreprise phare d'Elon Musk. Et je donne un indice très facile à nos auditeurs, on va parler transport. À demain. Pour retrouver les analyses d'Horrorgate et du service tech sur les entreprises d'Elon Musk, rendez-vous sur notre site l'express.fr. Vous pouvez aussi vous abonner. En ce moment, le premier mois est à 1 €. Et pour ne pas rater la suite de cette série, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Castbox ou Spotify. L'Empire Musk est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.